Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo. Comme vous le savez, en ce vendredi 19 septembre à 9 h du matin, 3 MiG-31 ont pénétré dans l'espace aérien de l'OTAN et pour être précis, dans l'espace aérien de l'Estonie. Alors il s'agissait d'une violation au-dessus de la mer et cette information a très vite pris énormément de badin dans les médias, notamment du fait des tensions et également du fait qu'il n'y a pas plus de 10 jours, en Pologne, plus de 19 drones ont pénétré le territoire de l'OTAN. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est d'essayer de comprendre cette information, de voir également les dangers de certaines dérives que l'on peut voir dans le traitement de cette information, d'essayer de comprendre exactement ce qu'ont fait ces MiG-31, sachant que nous ne disposons pas à l'heure actuelle de toutes les informations, mais surtout, essayer de comprendre ce que ce genre de violation signifie et comment les militaires proposent aux politiques d'y répondre avec les règles d'engagement, avec les possibilités qui s'offrent à une armée moderne comme celle de l'OTAN. Donc vous l'aurez compris, on va y aller méthodiquement. L'objectif de cette chaîne, c'est d'utiliser mon expérience, ma formation d'ancien pilote de combat, qui est une formation qui est très bien faite, qui nous permet en fait de mettre les émotions de côté, de ne pas les laisser altérer notre jugement et grâce à de la méthodologie, d'essayer dans une temporalité donnée, de collecter les faits, de regarder les options, les risques associés, parce que c'est le travail du militaire, après, d'aller voir le politique avec des options pour que ce dernier tranche et décide. Donc dans un premier temps, nous allons voir les faits tels qu'on les connaît en ce samedi matin, 10 h 30. Ensuite, dans un deuxième temps, nous allons nous intéresser sur les règles d'engagement, sur l'historique de ce type de violation, car il y en a eu, il y a eu engagement dans le passé, voir si la comparaison que l'on trouve avec l'ouverture du feu d'un F-16 turc contre un avion russe, que c'était en Syrie, est justifiée ou pas dans ce cas-là, essayer de comprendre un petit peu la réalité, la différence dans les différents scénarios et ouvrir un petit peu vers le futur, quelles sont les évolutions possibles de ces tensions. Allez. Et juste avant d'attaquer, alors là vous l'avez vu, je suis dans une chambre d'hôtel, je suis en déplacement, là j'ai fait 5 conférences cette semaine. Nous maintenant, notre travail, c'est d'essayer de vous aider à prendre du recul par rapport à toutes ces informations, à vous armer grâce aux connaissances, et c'est ce qu'on fait également dans le monde de l'entreprise autour de ces méthodologies de prise de décision, de travail en équipe, que l'on applique dans l'aérien, civil ou militaire, et qui s'adaptent extrêmement bien au-delà du cockpit. Allez, donc ça, à gauche, on a la photo d'un MiG-31. MiG-31 avec sous ses ailes des missiles RR. Ce sont des AA-11. C'est en gros le plus petit missile RR dont disposent les Russes. C'est un missile qui est l'équivalent du Sidewinder, donc un missile très courte portée, très agile, mais qui ne vous permet pas vraiment de faire de l'offensif. Par rapport au MiG-31, qui a une capacité à ouvrir le feu à très longue distance, ce n'est absolument pas le missile que vous voulez si vous souhaitez faire de l'offensif. Pour faire simple, c'est ce qu'on appelle généralement un missile d'autodéfense. Alors pourquoi est-ce qu'il y en a deux d'un côté, un de l'autre? C'est ce qu'on appelle une configuration dissymétrique. Vous pouvez décoller avec des configurations dissymétriques, puis votre avion est lourd, et c'est un avion lourd, moins la dissymétrie est gênante. Par exemple, si vous prenez le Rafale, si vous avez des bombes de 250 kg, vous avez toutes les bombes d'un côté, aucune bombe de l'autre, ça fait une forte dissymétrie. Là, ça peut être gênant, par exemple, pour un appontage. Mais là, on est sur un missile très léger, donc il est possible, alors je vous rappelle, les choses sont possibles, probables, ou certaines. Donc là, c'est possible qu'il ait décollé, on pourrait même dire c'est probable qu'il ait décollé avec ces 3 missiles comme ça. Le président de la République a condamné avec la plus grande vigueur les incursions d'avions russes en Estonie. Il a dit qu'une posture de sécurité sera adoptée face à ces violations répétées. Donc on peut s'attendre à ce que quelque chose change. Et si vous avez beaucoup suivi les actualités, les Polonais ont également dit que des avions russes avaient survolé à basse altitude hier une de leurs installations en mer. Donc là, je ne vais pas vous mentir, moi j'étais pilote donc, dans l'aéronavale française, des plateformes pétrolières en mer à moins de 150 mètres,
c'est un peu monnaie courante. Maintenant, pour ce qui est de se rapprocher d'un espace aérien souverain, je vous rappelle que vous avez jusqu'à 12 nautiques des côtes. Eh bien, les avions de l'OTAN, j'ai par exemple pas mal patrouillé au large de l'Iran, eh bien, on ne fait pas. On ne le fait pas. Mais par exemple, les Iraniens estiment que chez eux, c'est jusqu'à 18 nautiques, donc, ou 16 nautiques, je ne sais plus de mémoire. Et donc, vous allez vous rapprocher, ils vont vous appeler, ils vont vous challenger, vous allez les entendre et vous allez leur répondre, en fait, je suis un avion de la coalition internationale, dans les eaux internationales, je fais une mission de routine, j'ai le droit d'être là, c'est le droit international qu'on défend. Donc, vous avez complètement le droit d'aller vous mettre à 13 nautiques de côte en tout respect du droit international. Si vous venez passer cette fameuse barrière des 12 nautiques, en gros 21 km, eh bien là, vous êtes dans l'illégalité. Maintenant, une bonne manière de voir les choses, c'est imaginer l'OTAN. L'OTAN, c'est une sorte de forteresse. Et vous avez donc cette forteresse, et vous avez normalement une sorte, on pourrait dire, une sorte de jardin sur les 12 nautiques, les 20 km devant. Alors certains vont vous dire la forteresse devrait commencer à ces 12 nautiques, c'est pas faux. D'autres vont vous dire, c'est au-dessus de l'eau, on peut peut-être être un peu moins agressif. Toujours est-il, là c'est aux politiques de décider. Si vous avez quelqu'un qui rentre dans votre jardin et qui traverse votre jardin pour aller du point A au point B, ce n'est pas du tout la même agressivité, et pour le militaire, la même manière de réagir que si vous avez quelqu'un qui rentre dans votre jardin, un couteau à la main, un lance-roquette à la main, un fusil à pompe dans la main, voire même quelqu'un qui rentre dans votre jardin en criant et en courant vers vous. Vous êtes d'accord qu'à chaque fois, en tant que défenseur de ce jardin, depuis votre forteresse, vous allez avoir une réaction différente. Et ça, c'est la fameuse règle d'engagement qu'on va creuser, avec notamment la question que se pose le militaire quand il voit un avion se rapprocher. Est-ce que c'est un hostile ou pas? Est-ce qu'il fait quelque chose d'hostile, une intention hostile ou un acte hostile? Ce que l'on appelle dans l'OTAN hostile intent, il y a une intention de faire quelque chose d'hostile, ou hostile act, il y a un acte hostile. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que la manière dont fonctionne le pilote et l'état-major, c'est que vous avez en fait des arbres décisionnels. Et fonction de la passivité, l'agressivité, les manœuvres d'un bogey, d'un contact, en fait, vous allez pouvoir le classer à un certain niveau, et ce niveau vous autorisera ou pas d'ouvrir le feu, de l'intercepter, de vous rapprocher. Donc tout ça est très cadré en amont. Les Russes le savent, ils nous pratiquent depuis assez longtemps. C'est pareil de notre côté quand on se rapproche d'espaces aériens d'autres pays. Et il est important de comprendre tout ça pour avoir conscience en fait que votre armée est là pour vous protéger. Je vous rappelle que l'objectif d'une armée, c'est la protection de ses citoyens, de son intégrité territoriale et également des intérêts du pays. Et donc nous avons des procédures en place pour justement nous permettre de faire tout ça. Allez, on continue. Ce qui est très important dans le cadre de l'Estonie eh bien, c'est de maîtriser un petit peu la géographie. Donc là, important, vous avez Saint-Pétersbourg, vous avez Kaliningrad. Que font, de manière journalière, voire plus que ça, les Russes? Eh bien, ils ont des avions qui se baladent d'un côté à l'autre, au niveau de la mer Baltique. Et là, c'est important de rentrer un petit peu dans le dur. Donc là, vous voyez les cartes. Que nous disent les cartes? Elles nous disent qu'ici, vous avez la FIR, donc c'est l'espace aérien de Saint-Pétersbourg, donc la Russie. Vous avez ici la FIR d'Helsinki, la FIR de Tallinn. Donc les FIR sont les espaces aériens qui sont gérés par le contrôle, ça s'étend au-delà de ce qui vous appartient, au-delà des 12 nautiques. De manière à ce que tout fonctionne bien, mais on se parle et vous avez autorité, si je puis dire, au-delà de ce qui vous appartient au niveau du droit international pour que ça fonctionne bien. Est-ce que cela veut dire qu'il est interdit pour un avion d'aller se balader dans ces zones-là, transpondeur éteint, sans plan de vol? Je ne suis pas juriste, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant que militaire français, on le fait de temps en temps. On coupe le transpondeur, on va en haute mer, et en haute mer, eh bien, vous évitez, et avec votre avion de combat, vous vous baladez. Donc, nous le faisons, ils le font, tout le monde le fait, on va le dire. Donc, si vous êtes pilote de ligne, ouais, regardez dehors. Moi, il m'est arrivé de me balader dans le Golfe, tout éteint, pour des missions prévues par le gouvernement français, sur lesquelles on ne fait pas forcément beaucoup de com. Donc, ce sont des choses qui se font, tout le monde le sait, c'est pour ça qu'il y a des radars qui surveillent. Les radars civils classiques détectent des transpondeurs, donc demandent la coopération des avions. Les radars militaires n'ont pas besoin du transpondeur, vont détecter ce qu'on appelle votre repos primaire, donc le retour au niveau des ondes, et c'est à ça que ça sert. Donc l'objectif,
Dans un cas comme ça, si vous êtes russe et que vous voulez partir de chez vous pour rejoindre chez vous, normalement, ça va être de passer entre les eaux internationales, si vous voulez vous slalomer en fait sans parler à personne et en éteignant tout. Et je vous rappelle qu'en plus, eh bien, ça m'étonnerait que les pays de l'OTAN laissent transiter des MiG-31 russes dans leur espace aérien, donc il va falloir éviter ces zones. Et quand on regarde dans le détail, on voit que quand on arrive de Saint-Pétersbourg, vous voyez ici là, ici il y a une île, c'est Vandelou. Et devinez où a commencé l'entrée dans le territoire estonien de la part des Russes, au niveau de cette île-là. Vous voyez cette petite excroissance. Donc si on a un Russe qui arrive de l'Est, qui va vers l'Ouest, s'il ne fait pas l'effort de bien naviguer, de passer par le Nord et tout, eh bien il va venir se fumer, et il n'a pas le droit, c'est interdit, l'espace aérien souverain de l'Estonie. Et là, on apprend eh bien, que ça a commencé par là, que ça a duré 12 minutes. Initialement, ce qui a été dit dans la presse, c'est 12 minutes dans l'espace aérien jusqu'à ce que les F-35 arrivent. Certaines personnes se sont mis à dire qu'ils faisaient des passes d'attaque sur la capitale de l'Estonie, tout ça. Mais après, quand on voit les autres déclarations estoniennes, ils nous disent, en fait, pendant 12 minutes, ils sont passés d'Est en Ouest. Donc là, attention, pas de certitude. Ce que l'on sait de manière possible, c'est qu'ils sont partis de l'Est, ils sont allés vers l'Ouest. Si vous calculez 12 minutes à Mach 0,85, ça vous fait faire à peu près ce que je vous ai dessiné là. À peu près 190, 200 km, ça dépend du vent. Donc vous voyez, si vous arrivez et que vous voulez traverser pour aller à Kaliningrad, vous allez faire quelque chose comme ça. Maintenant, on va parler un petit peu instruction aéronautique. Si vous êtes une tanche en navigation, vous allez vous fumer toutes les zones. C'est une expression que vous connaissez peut-être. Maintenant, si vous n'en avez rien à faire du droit international, vous allez vous fumer toutes les zones. Est-ce que vous avez le droit? Non. Est-ce qu'il doit y avoir des conséquences? Oui. On va revenir dessus. Ensuite, donc voilà, je vous ai fait le petit trait ici. Ce trait rouge, donc vous voyez que si vous faites un tout droit, vous allez traverser l'espace aérien estonien. Il ne faut pas, il faudrait faire plus au nord. Voilà. Encore une fois, ce que je regrette, c'est que l'OTAN n'ait pas communiqué sur la trajectoire précise des MiG-31, parce que sans nous donner les éléments de vol de la trajectoire précise, n'importe qui, n'importe quel propagandiste, d'un côté comme de l'autre, va pouvoir utiliser cette information parcellaire afin de servir son narratif. Donc ça, c'est une version. Je ne vous dis pas que c'est ce qui s'est passé. Au vu des informations que j'ai collectées, c'est ce qui me paraît le plus probable. Mais je n'ai pas de certitude, on reviendra si des informations sortent. Autre possibilité qu'il faut garder en tête, mais qui apparemment n'est pas ce qui s'est passé, au vu de la déclaration d'un officiel estonien, c'est vous rentrez dans l'espace aérien, vous faites des simulacres de passes d'attaque face par exemple à la capitale et vous repartez d'où vous êtes venu. Alors on est sur un niveau d'agressivité qui n'a rien à voir. Et je ne vais pas vous mentir, ça pour un militaire de l'OTAN, ça ressemble beaucoup plus à de l'hostile intent ou act. Je ne vous dirai pas lequel, parce qu'il y a vraiment cette conscience de la situation, cette volonté d'énerver, des manœuvres agressives qui peuvent vous amener à classifier l'aéronef comme quelqu'un qui vous veut du mal. Maintenant, attention. Attention, attention. Le MiG-31 est un avion qui a normalement pour objectif de faire du combat aérien très longue portée, de l'interception ou du transport de missiles type Kinjal. Il n'a en aucun cas besoin de rentrer dans l'espace aérien estonien pour être facteur sur le territoire estonien. S'il souhaite tirer un Kinjal, il va le faire depuis l'espace russe. Il n'a aucun besoin de se rapprocher des systèmes de défense de l'OTAN. Il va faire ça stand-off à longue portée. Regardez ce qui se passe en Ukraine. C'est pour ça qu'il est important de comprendre que là, nous ne sommes pas du tout dans des opérations vraiment militaires, mais vraiment sur des opérations politiques. Si je devais mettre un ratio, ce genre d'opération qui vise à pénétrer dans le territoire de l'OTAN, on est sur du 95% politique, 5% d'utilité militaire, vraiment très très faible, pour ne pas dire zéro. Certaines personnes vont vous dire « oui, mais ils chronomètrent le délai de réaction de l'OTAN ». Alors, l'OTAN, depuis des années, a ce qu'on appelle la Baltic Air Policy, avant d'avoir commencé sa nouvelle opération qui est la Sentinelle de l'Est. Et en fait, c'est très simple. Grâce à la communication de l'OTAN, on sait que depuis le 1er août, vous avez 4 F-35 italiens qui sont au niveau d'une base, en Estonie. Vous en avez d'autres qui sont un peu plus au sud, à Siauli. On est tellement transparent dans l'OTAN qu'on montre même donc, cette base d'Amari. Vous pouvez zoomer sur les hangars si vous souhaitez préparer une attaque. Il n'y a aucun souci, on sait que c'est à environ 130 km de l'île, vous savez tout, il suffit de prendre votre calculette, vous vous dites, le F-35 il va décoller entre tant et tant de minutes, ensuite il a 135 bornes à faire, mais ce qui est intéressant,
et c'est là où il y a les limites de l'exercice, c'est qu'en fait, à quoi ça vous sert militairement? C'est-à-dire que si vous souhaitez vraiment attaquer, vous allez tirer de loin. Donc en fait, ce genre de chronométrage, c'est très intéressant parce qu'il y a toute une population dans la presse qui vous dit « Ah oui, ils servent à chronométrer les réponses de l'OTAN ». Le jour de la guerre, si vous souhaitez vraiment attaquer, c'est pas vraiment ce qui vous intéresse. Et j'ai même envie de vous dire, si vous voulez être malin, vous envoyez des avions, vous fatiguez, vous agressez pas, vous faites décoller la chasse, vous les fatiguez un petit peu en termes de pétrole, et au moment où ils rentrent à la maison, ils n'ont plus de pétrole, là vous faites vraiment votre attaque. Mais encore une fois, votre attaque, normalement, elle va se faire à distance, stand-off. Donc pour ce qui est de chronométrer, j'ai envie de vous dire, je pense que c'est un biais de Top Gun Maverick, où dans Top Gun Maverick, tout le scénario est construit autour du fait qu'ils ont 2 minutes 30 pour attaquer la cible, et s'ils mettent 3 minutes, les Sukhoi 57 décollent et les tuent. Alors, j'adore Top Gun, j'adore Maverick, mais c'est débile. Pourquoi est-ce que c'est débile? Et je le dis, c'est le week-end, voilà, on est un peu décontracté, je le dis de manière bienveillante, parce qu'en fait, c'est absolument rien comprendre à la chose aérienne. Je m'explique. Vous avez votre F-18, vous voulez attaquer une base, et vous dites, j'ai 2 minutes 30 pour venir, et après comme ça, je peux partir en igresse, et si je mets 30 secondes de plus, le Sukhoi 57 risque d'arriver, et là, il va m'abattre. Pourquoi est-ce que c'est rien comprendre à la chose aérienne? Le F-18 en configuration air-sol est limité à des vitesses subsoniques. À cause de l'accroche des bombes, vous ne pouvez pas passer le mur du son ou très peu. Le Sukhoi 57, avion de défense aérienne, le F-35 là, en mode défense aérienne, a une capacité à passer le mur du son. Ça veut dire que si vous arrivez sur une cible et que vous dites « je suis à 30 secondes près pour pouvoir m'enfuir », vous ne comprenez rien aux mathématiques. Pourquoi est-ce que les mathématiques sont importantes? Soit un avion à Mach 1. Il vient, il tire, et là on va dire il fait demi-tour. Le Sukhoi 57 décolle. Et donc d'après Top Gun Maverick, eh bien, vous avez votre F-18 qui, parce qu'il a 30 secondes d'avance, va pouvoir rentrer tranquille au bateau. Or, si mon Sukhoi 57 décolle, on va faire très simple, et fait du Mach 2, accélère. Alors, il faut du temps pour accélérer, mais disons il accélère à Mach 2. Et vous avez un avion à Mach 2, je vous rappelle que MiG-31 peut aller très vite, un avion à Mach 2 lancé à la poursuite d'un avion à Mach 1. Eh bien, chaque minute, il lui reprend un point de Mach, donc il lui reprend 18 km. Tout ça pour vous expliquer eh bien, que dans l'aviation, il faut prendre en compte ces différentiels de vitesse. Et il faut également prendre en compte les portées d'engagement. On voit que la base des F-35 est environ à 130 km du début de l'espace aérien estonien. Je vais vous le dire clairement, un F-35 qui décolle, qui met la PC, qui monte, en très très peu de temps, il va avoir capacité d'ouvrir le feu face à un avion qui vient vers lui. Et si l'avion qui vient vers lui ne manœuvre pas, ou encore pire, fait du Mach 2 tout droit vers la capitale estonienne, eh ben, le F-35 n'a pas besoin de chronométrer qu'il arrive, le missile va arriver bien avant. Donc tout ça pour vous dire que la chose militaire est légèrement plus compliquée, hein. La chose aérienne de combat aérien, c'est quelque chose d'assez complexe que ce qu'on peut vous le faire croire. Donc attention à ces biais de « ils sont là pour chronométrer, tester ». Ils vont faire un tour sur Internet, ils savent absolument tout du dispositif de l'OTAN. On est tellement transparent qu'on montre même ce qu'on met sous nos Rafales actuellement en Pologne, 4 missiles alors qu'on peut en emporter 6, ça montre qu'on ne pense pas faire la guerre demain quand même. Et donc à partir de là, il faut comprendre que l'objectif est différent et donc est beaucoup plus politique que ce qui n'est militaire. J'ai envie de vous dire, c'est peut-être pas plus mal pour nous. Et pour tout le monde, hein, quand je dis pour nous. Maintenant, on va regarder un tout petit peu en détail les autres informations qui traînent. On voit qu'effectivement, il y a des AWACS, et pas que ces AWACS-là, il y a également de l'AWACS italien après en vol. Il y a eu de nombreuses interceptions, il y a des dizaines, sinon des centaines d'interceptions entre Kaliningrad voilà, et Saint-Pétersbourg tous les ans. Et par contre, et c'est ça qui est un peu plus inquiétant, on voit que ce genre d'information est repris par certains à des fins politiques, et on voit même eh bien, que certains officiels, ministres de la Défense lituanienne, sont là et commencent à faire des parallèles avec la Turquie et ce qui s'est passé il y a 10 ans. Donc des sortes de menaces par rapport à ça. Est-ce qu'ils sont dans leur rôle? Absolument. Est-ce que maintenant ça nous force à nous interroger sur la suite? Eh bien, forcément. Donc je vous propose qu'on retire le survêtement, qu'on réfléchisse un peu plus. Certaines personnes vous disent que ça fait longtemps que les Russes sont agressifs. Absolument. Et je vous dirais également, pour avoir participé à certains vols d'entraînement, il n'y a pas qu'eux qui s'entraînent à taper chez les voisins. Typiquement dans le Golfe, nous, des fois, on faisait des opérations, on peut s'entraîner, utiliser du territoire. Tant que vous restez dans les eaux internationales, vous avez le droit. Quand on voit cet article qui date de 2013,
où les Russes ont fait une simulation d'attaque sur des Suédois. C'est pas cool, c'est pas bien. Les Chinois font ça tous les jours d'ailleurs sur Taïwan. Mais est-ce que c'est légal? Oui, tant que vous restez à l'extérieur de ces fameux 12 nautiques. Maintenant, normalement, qu'est-ce que vous faites en tant que nation? Vous les détectez, vous les interceptez, vous allez les voir, de manière à les accompagner avant qu'ils rentrent dans votre jardin. C'est ça, normalement, la philosophie. En 2013, c'est ce qui avait été reproché aux Suédois, c'est de ne pas avoir intercepté. Donc on a parlé un petit peu de la carte, très important. On a pas mal de faits dans le passé, donc des interceptions qui sont mal passées. Vous avez deux grandes catégories. Vous avez la volonté d'ouvrir le feu sur des avions civils qui rentrent dans votre espace aérien. Pensez à Korean Airlines 902 en 1978, pensez à Korean Airlines en 1983 007, abattu. Vous avez également Libyan Arab Airlines qui a été détruit par les Israéliens, c'était au-dessus du Sinaï avec un commandant de bord français, parce qu'il avait refusé de suivre les avions israéliens. Donc on a des cas avec de l'aviation civile. On a également des cas avec de l'aviation militaire, le U-2 en 1960 qui a été détruit, le pilote a survécu. Là voilà, ils ont directement les soviétiques cherché à battre le U-2, ils sont dans leur bon droit. Vous avez des cas plus compliqués avec les Chinois qui, eux, ne respectent pas le droit international et disent notre zone économique exclusive, eh ben, c'est également à nous, c'est notre espace aérien. Les Américains et le reste du monde disent bah non, donc ils mettent des EP-3, des avions de patrouille, et là il y a un J-8 qui vient sur ce EP-3, qui essaye de le forcer à partir de la zone que la Chine revendique. Le EP-3 dit non, je suis dans mon bon droit, ça touche. Le pilote de chasse chinois décède, le P3 se retrouve à faire un posé en urgence sur le territoire chinois, et là derrière il y a une crise assez intéressante d'un point de vue géopolitique. Donc on a des cas avec de l'ouverture du feu, pensez contre du militaire, pensez U2, avec de l'interception illégale vis-à-vis du droit international, pensez au P3, et également avec de l'ouverture du feu sur de l'avion civil. Les Américains ont également ouvert le feu dans le Golfe sur un Airbus A300, qui décollait d'Iran. Vous avez les Ukrainiens qui ont ouvert le feu sur un avion qui remontait avec beaucoup de Russes à bord. Donc il y a une multitude de cas dans l'histoire, mais à chaque fois ce qui se passe, eh bien, c'est que l'équipage a ses règles d'engagement. Et là, on va faire un petit focus. On va peut-être faire un petit focus sur les fameuses règles d'engagement, parce que je pense que c'est ce qu'il faut que vous maîtrisiez. L'état final recherché d'une armée, c'est, comme on l'a dit, votre protection, celle de la nation et celle des intérêts. À partir de là, ça c'est l'objectif macro, et pour que ça puisse être applicable dans le cockpit, on va traduire ça dans des règles et dans de la délégation au pilote dans son cockpit. Certaines choses, vous avez le droit de prendre la décision tout seul, de manière autonome. D'autres choses, vous devez rendre compte à l'état-major, et c'est l'état-major qui fait remonter jusqu'au niveau décisionnaire. Donc tout ça, c'est très carré. Maintenant, dans l'OTAN, et là, c'est ce sur quoi les Russes, en fait, sont en train d'appuyer d'un point de vue politique, et je pense que c'est ça la grande leçon intéressante, c'est le fait que quand vous avez une coalition, pensez Europe, pensez OTAN, vous avez peut-être différents états finaux recherchés. Vous avez peut-être différentes manières de traduire le macro en micro. Je m'explique. Quand vous êtes l'Estonie, quand vous avez des F-35 qui protègent votre espace aérien, à quel moment est-ce que le F-35 italien accepte d'ouvrir le feu pour protéger l'Estonie? Il faut un certain alignement en termes de règles d'engagement, en termes de cohérence. Pourquoi? Je t'ai mis ce petit papier des règles, la complexité du travail en coalition dans les opérations militaires en dehors de la guerre, parce qu'en fait, il y a sous le seuil, et les Russes l'ont très bien compris, toute une vie beaucoup plus complexe qu'en temps de guerre. En temps de guerre, c'est simple, t'es méchant, on tire. En temps de crise, comme ce qu'on peut connaître actuellement, en temps de guerre hybride, chaque pays a son interprétation des règles d'engagement, a sa manière de faire. Et dans cet excellent papier qui date de 1995, l'officier du JAG nous partage certaines de ses observations, comme par exemple, sur certains théâtres d'opération, les Français estimaient que tu avais droit de répondre par la force si un militaire allié était touché, mais tu n'avais pas le droit, cette réponse immédiate ne pouvait pas être pour une unité entière. Donc tu avais le droit de protéger une personne, mais ça ne voulait pas dire que tu pouvais protéger toute l'unité. Donc c'est des choses
très pointu, mais quand tu as toute une partie de la coalition et que tant de pays, chaque membre de la coalition a ses propres règlements, ce qu'on appelle ses caveats nationaux, eh bien ça rend tout ça extrêmement complexe. Et c'est un petit peu là-dessus, je pense, que les Russes sont en train de jouer pour nous gêner, pour nous montrer un petit peu que, en fait, c'est pas évident pour nous de travailler ensemble, d'être parfaitement alignés. Je pense qu'on le voit bien. On a certains pays, l'Estonie et Lettonie, qui aimeraient voir un OTAN beaucoup plus agressif dans sa posture défensive, et vous avez un pays comme, je sais pas, l'Espagne et l'Italie, très loin du front, qui dit, en fait, moi, mon objectif final, c'est la protection de mes citoyens, c'est la protection de mon pays, et pour ça, j'ai une volonté non escalatoire au niveau des frontières de l'Estonie, ce qu'on peut comprendre. Et donc, c'est toute cette problématique du sous le seuil, avec cette réponse différente, fonction des agendas de chaque pays, malgré qu'on soit en coalition. Donc là, on va rentrer un tout petit peu plus dans le détail d'une interception qui ouvre le feu. On est en Syrie. Je vous rappelle qu'en Syrie, en 2018, vous avez Bachar al-Assad, avec l'aide des Russes, qui se bat contre des rebelles, des terroristes, des djihadistes, mettez ce que vous voulez derrière, c'est assez compliqué, on a fait simple, dans son territoire. Et vous avez les Américains qui aident certaines factions, qui ne sont pas invités dans le territoire alors qu'il y a un gouvernement en place. Donc au niveau du droit international, on peut en discuter pendant des heures si vous souhaitez, et qui viennent en fait s'inviter au niveau des combats, où vous avez un gouvernement en place, qui essaye, avec l'aide des Russes, de se battre contre ce qu'ils déclarent, après coup, être l'État islamique. Et vous avez un F-18, une patrouille de F-18 qui vient du côté de Jaïn, vous avez un Sukhoi 27 russe qui est en observation, et là, il y a un Su-22 de l'armée syrienne, c'est leur pays, qui vient pour faire de l'appui-feu contre des troupes au sol. Or, accrochez-vous bien, ces troupes au sol sont alliées des Américains. Alors là, vous allez voir le déroulé des règles d'engagement. Donc initialement, le F-18, qui est là également pour aider ses troupes au sol, détecte le Sukhoi 22. Il va le voir, et en gros, il va essayer de lui montrer « reste pas ici, je fais une mission d'appui-feu pour des troupes au sol, on veut pas de toi ». Comment est-ce qu'il fait? Il se met à côté, le Sukhoi 22 il reste là, il revient, il lance des flares. Donc les flares, c'est vous envoyer de la chaleur, des signaux visuels qui montrent clairement, c'est souvent une manœuvre un peu escalatoire, prochaine étape, je tire. Le Sukhoi 22 reste là et décide de faire une passe d'attaque, et sa passe d'attaque va blesser des troupes alliées aux Américains. Donc dans la foulée, ce qu'on appelle self-defense, donc c'est l'autodéfense extended étendue, des alliés à moi ont été touchés par cet avion, dans le droit américain, j'ai donc le droit de détruire cet avion. Et donc, l'avion américain va ouvrir le feu avec un IM-9X, un missile, l'équivalent du A-11 qu'on voit sur les MiG-31. Il va essayer d'ouvrir le feu. Le Sukhoi 22, c'est quand même pas tout neuf, va réussir à tracher, comme on dit, à faire louper l'IM-9X. Je pense que le fabricant de l'IM-9X, il a dû perdre quelques points en bourse. Donc, l'Américain change de missile. Plutôt que prendre de l'infrarouge, il prend du Fox-3, donc du radar. Il lui tire un IM-120 à plus d'1 million de dollars pièce. Il abat l'avion, le pilote s'éjecte, et on se retrouve donc dans une ouverture du feu de la part des Américains. Et qu'est-ce que l'on a vu avant? Eh bien qu'il y a eu une volonté de repousser la menace. La menace n'est pas partie. La menace a ouvert le feu contre des troupes alliées. Donc, on est dans le cas où le pilote peut ouvrir le feu. Et c'est comme ça qu'on se retrouve. Cadre par exemple de l'OTAN, si vous voulez, on pourrait se retrouver à ouvrir le feu. Donc c'est important de comprendre cette gradation. C'est pas juste un avion qui vient chez vous. Et là, on est dans un cas quand même assez cocasse, puisqu'en fait, si on regarde au niveau du droit international, ça va plaire à certains, il y a des choses à dire. Bref, c'est pas le sujet à l'instant T, mais ça vous montre cette gradation vis-à-vis du cockpit. Autre cas que tout le monde parle en ce moment. Tout le monde dit « Ah bah oui, mais on est nul, il nous faut 12 minutes avec les F-35 pour intercepter. » Encore une fois, on n'a pas les détails. Et encore une fois, si vous souhaitez ouvrir le feu, c'est bien avant l'interception. Alors que les Turcs, qui sont trop forts, ils ont mis 17 secondes pour détruire le Sukhoi 24 qui est rentré chez eux sur 2,1 km. Donc là, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que quand on regarde la carte disponible en source ouverte, il y a deux trajectoires. Les Russes disent, nous, on a évité l'espace aérien de la Turquie et notre avion s'est écrasé là. Les Turcs disent « Non, non, regarde, tu as traversé chez nous et du coup, on a ouvert le feu et oui, tu t'es écrasé en Syrie. »
Déjà, pourquoi c'est pas pareil? C'est pas pareil que ce qu'on a vu en Estonie pour une raison très simple. Là, on est dans une zone de guerre. Nous sommes dans une zone de guerre avec le Sukhoi 24, qui n'est pas un avion de défense aérienne, qui est un avion d'attaque au sol, qui a une mission en fait d'appui-feu contre des troupes au sol. Et donc on est dans une zone en conflit. Dans une zone en conflit, ça a tendance à tirer forcément un peu plus rapidement que quand on est dans une zone où il n'y a pas de conflit ouvert. On en revient à ce que je vous disais, guerre versus pas guerre. Ensuite, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a eu une multitude de passages sur le territoire turc de la part des Russes, avec une gradation dans le rapport de force entre Turcs et Russes. Donc si vous voulez remonter un tout petit peu, c'est pas nouveau. Alors déjà en 2012, il y a un Airbus A320 qui décollait de Moscou, qui allait à Damas, qui a été intercepté par des F-16 le 10 octobre 2012 et ils l'ont forcé à se poser à Ankara pour une inspection. Vous voyez déjà, il s'était un petit peu chaud dans la zone. En 2013, deux F-16 qui interceptent un IL-20. En 2015, le 3 octobre 2015, donc là on est environ un mois avant, vous avez deux F-16 qui interceptent du Sukhoi 30 parce que ce dernier serait rentré en Syrie. Parce que ce dernier, lors d'un raid en Syrie, aurait mordu. Là, dans la foulée, on a une mise en garde carrément de l'OTAN contre les Russes pour faire attention, ne violez pas notre espace aérien. Vous avez vu la gradation. Ensuite, 10 jours après, on a les Turcs qui abattent un drone de fabrication russe sur leur territoire. On ne sait pas qui l'a tiré, mais de fabrication russe. Et finalement, le 24 novembre, on a ce kill. Et là derrière, vous avez toutes les personnes qui prennent un peu des raccourcis, qui vous disent du coup, il n'y a plus jamais eu de violation dans l'espace aérien turc. Je les renvoie vers le 29 janvier. Un Sukhoi 34 est rentré pendant 30 secondes. Donc, on ne peut pas faire un copier des deux cas, qui sont des cas d'emploi extrêmement différents. Néanmoins, ce que je cherche à faire, c'est vous expliquer cette gradation au niveau des règles d'engagement et comment un avion de l'OTAN pourrait être amené à ouvrir le feu et après quelle gradation. Maintenant, si vous souhaitez être ultra pushy et à la seconde où on mord votre territoire ouvrir le feu, pourquoi pas? Mais en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il faut avoir une permanence d'avion ou anticiper l'approche des avions pour en permanence pouvoir protéger votre frontière. De manière générale, la posture défensive que l'on a à l'heure actuelle est plutôt une posture d'alerte en QRA, on attend au sol, tout simplement, pour des histoires de coups. Maintenant, à venir régulièrement rentrer chez nous, rentrer dans notre jardin si vous voulez, eh bien ça peut amener à forcer une posture de patrouille permanente qui aurait un coût énorme pour l'OTAN avec, on va dire, un ROI, avec un amortissement qui est pas fou. Pourquoi il est pas fou? Parce qu'au final, qu'est-ce que l'on voit? On voit que ça vient, on voit que ça mordille. C'est pas bien, il ne faut pas. Mais encore une fois, quel est l'état final recherché? Qu'est-ce qu'on recherche? Où est la balance? Et donc, le militaire, dans un cas comme ça, il va dire, chef, monsieur le politique, moi je sais abattre un avion russe à la seconde où il passe le 12 nautique 00. Je suis même tellement fort avec mes systèmes modernes que j'ouvrirai le feu avant les 12 nautiques et mon missile viendrait percuter l'avion pour qu'il tombe au sol. Et pour tout vous dire, dans nos exercices, des fois on travaille même le point de chute, c'est-à-dire qu'on va calculer à quel moment on va ouvrir le feu pour que le temps de vol du missile soit compatible avec l'impact et que l'énergie de l'avion impacté, eh bien forcément, s'il va pas Mach 2, il va continuer sa route quelques temps avant de tomber, qu'il tombe du bon endroit. C'est pas des blagues, ça se calcule. Et donc, on sait faire ça. Maintenant, à côté de ça, ça veut dire qu'il va falloir mettre X avions de combat, X tankers, en vol en permanence, pour pouvoir faire ça. Mais on sait faire. Ou alors, on a une posture un peu plus lente, un peu plus passive, mais on fait progresser la rhétorique et on dit, on peut faire des sanctions, ou si vous recommencez, attention, enfin tu vois, tu peux faire monter, ou alors tu dis de telle date à telle date, on va vraiment verrouiller. Il y a plein de manières de faire, jusqu'à la manière dont on n'entendra pas parler sur Twitter, qui est la manière de ne pas communiquer. Et malheureusement d'apprendre qu'il y a eu un accident. Parce qu'il y a un moment, si on fait de la guerre hybride, vous n'allez pas me faire croire que nos décideurs, que les militaires, ils ne proposent pas de faire des actions qui ne seraient pas forcément marketées. C'est-à-dire, ok, très bien, il y a 3 MiG-31 qui volent, qui viennent chauffer. Qu'est-ce qui empêche un F-35 furtif de se les aligner à plusieurs dizaines de kilomètres, de faire une salve où il va abattre les trois
On ne l'annonce pas, le F-35 après derrière il revient et on dit ah bah c'est triste, il y a eu un accident, ils sont sûrement percutés en vol. Bon courage pour prouver qu'ils ont été abattus. Alors je vous le dis tout de suite, il ne faut pas faire ça quand il fait beau à cause des traînées et du nombre de caméras, mais il y a une multitude de réponses possibles, qu'elles soient de manière complètement classique ou qu'elles soient sous le seuil. Il faut avoir conscience qu'entre ce qu'on a comme information dans la presse et les discussions qui sont cachées directement entre états-majors ou au niveau politique, il y a forcément des grands écarts. Et donc là, ce que j'ai essayé de faire, c'est de vous montrer un peu la réalité du terrain, avec un déroulé classique de checklist, des possibilités également beaucoup plus grises, forcément hein, ça se pratique aussi, et à partir de là, c'est le politique qui décide. Problématique dans une grande coalition, vous avez différents politiques qui doivent se coordonner, le tout dans une zone qui n'est pas forcément très simple, et également il y a une possibilité de gradation du côté russe. Je m'explique. Que faisaient les Mirage 2000-5 en Libye? Eh bien, il y a une partie de leur temps, ils faisaient du vol supersonique en virage, du côté de Tripoli ou autre, de manière à focaliser l'onde de choc du bang supersonique. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un MiG-31 pourrait très bien, même à 12 nautiques des côtes, faire du supersonique, taper des virages et faire des ronds comme ça. Et en faisant ça, pour les gens en Estonie au niveau de la côte, ils entendraient des bangs supersoniques. Vous auriez une guerre psychologique, encore une fois, sous le seuil. Donc on n'est pas au bout de nos peines, je pense, dans cette région. Il y a une gradation possible d'un côté comme de l'autre. Il y a des marges de manœuvre, typiquement faire du vol supersonique au large pour embêter, parce que vous allez l'entendre, hein, s'il est à haute altitude et tout, pour montrer une présence assez anxiogène, c'est possible. Quand il fait beau, même vous mettez au traîné, c'est pas impossible que les gens aillent vous voir depuis la côte. Et donc il y a une multitude de choses possibles sans pour autant passer le seuil. À l'heure actuelle, ce que l'on voit, c'est qu'on est encore assez loin de l'ouverture du feu, mais que ça peut arriver extrêmement vite. Et il ne faut pas oublier qu'avoir des avions qui se reniflent les uns les autres comme ça, c'est des choses, les gens sont habitués, les professionnels, ils sont formés d'un côté comme de l'autre, mais au niveau de notre matrice décisionnelle, tout repose sur un professionnel, et plus les professionnels sont sollicités, plus ils sont fatigués, plus ils sont enclins à faire une erreur d'un côté comme de l'autre. À partir de là, on a également entendu qu'il y aurait des frégates qui risquent d'être déployées. C'est une bonne idée sur le papier. La problématique de la frégate, c'est quoi? C'est, je vous mets mon billet, que si on déploie des frégates de défense aérienne, on va pas tarder à entendre qu'elles ont été survolées à très basse altitude par les Russes. Mettez-vous dans votre frégate, vous avez une capacité d'ouverture du feu. Il y a un avion russe qui vous vient dessus à basse altitude à Mach 0,9. Qu'est-ce que vous faites? Il est dans son droit. Et vous ne savez pas s'il va tirer ou pas. Et encore une fois, j'attire votre attention, tous ces survols, tous ces rapprochements, eh bien, j'ai envie de vous dire, ne sont pas les profils qu'on utiliserait le jour de la guerre. Donc ça, c'est important de le comprendre. Un MiG-31 n'a pas besoin de venir à 15 km de la capitale pour tirer, il va tirer de beaucoup plus loin. Donc attention à ça, faites bien la part des choses entre ce qui est, j'insiste, de la gesticulation politique à des fins politiques, guerre hybride, versus ce qui est vraiment une passe d'attaque. Et là, on l'a vu avec le Sukhoi 22 en Syrie, hein, quand vous ouvrez le feu et que derrière, il y a des blessés, on rentre dans un cadre d'emploi de la force qui est très cadré, que l'on sait gérer dans les pays occidentaux. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un excellent week-end. Petit rappel tout de même, on a eu le chef d'état-major des armées qui a fait un discours et qui a dit que le relativisme ne serait pas accepté et qu'il fallait bien garder en tête la finalité opérationnelle et le culte de la mission. Et ne pas se dire ce n'est pas grave. Et j'insisterai jamais assez dessus. C'est également la responsabilité du politique de donner aux militaires les moyens d'accomplir sa mission. Et je pense que ça ferait pas de mal, au vu des tensions, de faire des petites commandes d'avions de combat supplémentaires et d'augmenter un petit peu peut-être le format des armées. Et à un moment où on parle beaucoup de réserve, moi je vous encourage à regarder ce que font les Américains avec l'Air National Guard. C'est quand même un excellent concept. Typiquement, tout ce qui est surveillance du ciel, moi je suis intimement persuadé que si on avait des unités dans l'OTAN, plus d'unités, certains pays l'ont comme les Américains, des unités de réservistes qui viendraient soulager en fait nos opérationnels pour faire tout ce qui est police du ciel, par exemple en étatique, ça permettrait à nos pilotes d'active de pouvoir plus se concentrer sur leur mission, plus se concentrer sur leur entraînement. Bref, on voit clairement qu'il va nous falloir de plus en plus de police du ciel. Anticipons les besoins humains, anticipons les besoins de machines et ça sera une situation d'avenir. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo
Et n'hésitez pas à bien nous contacter si vous souhaitez faire partie de notre prochain séminaire. Ce sera à Fouerté du 29 au 31 janvier. Il nous reste que quelques places. Il nous reste quelques dispos également pour des conférences en fin d'année. N'hésitez pas à nous contacter. Fly safe.